Bonjour tout le monde, merci d'avoir organisé ce colloque et je suis très contente de partager avec vous un petit peu mon avancement sur ces questions justement vernaculaire et contemporain, parce que c'est des questions que je me pose par rapport à mon terrain au Maroc sur justement les tensions et les échanges entre les filières vernaculaires et ce que j'ai appelé les filières commerciales ou professionnelles de la construction en terre et en pierre, et en particulier dans un contexte d'actualité qui est le contexte post-séisme. Je vais vous parler un petit peu du séisme qui a eu lieu l'année dernière au Maroc et de comment est en train de se passer la reconstruction. On va dire que la thèse que je mène et ce travail de terrain en particulier, il part d'un constat paradoxal que dans certaines régions du monde, mais aussi à certaines époques, c'était aussi le cas en France et dans d'autres pays. Dans certaines régions du monde actuellement, on va dire dans les pays émergents ou en développement, avec beaucoup de guillemets sur la notion de développement, on a un rejet des matériaux géo- et biosourcés et des techniques de construction traditionnelles par les populations qui vivent dans des endroits où il y a cette disponibilité et donc il y a un déclin de ces modes de production, de ces systèmes de production. Et à côté de ça, depuis quelques décennies, on a un mouvement mondial qui plaide pour une renaissance de ces matériaux et de ces architectures, de ces savoir-faire. Et donc je m'intéresse à ce paradoxe un petit peu de ces deux mouvements contradictoires. Et donc là j'ai mis juste quelques images d'un exemple d'une construction qui date d'il y a quelques années, donc une école de jardinage en adobe à côté de la ville de Salé, à côté de Rabat, et des constructions en parpaing dans un des villages qu'on va voir de l'étude de cas. Donc voilà, c'est la problématique, c'est vraiment ces deux mouvements, donc l'abandon par les communautés rurales de matériaux et de méthodes de construction écologique et le secteur de la construction. On voit bien ici un petit peu les mots-clés secteur et communauté, donc qui plaident donc pour leur renaissance, mais de loin, quoi, de la ville. Comment les efforts donc, des institutions et du secteur professionnel de la construction visant à réglementer les matériaux naturels impactent-ils les pratiques vernaculaires des communautés rurales? Et donc je m'intéresse à la question, à l'impact de la normalisation de ces pratiques et de ces matériaux sur les cultures constructives traditionnelles, avec une petite information importante, c'est que depuis 2013, il y a un règlement parasismique de la construction en terre et en pierre au Maroc, dont la connaissance est presque, encore moins la pratique, est presque inconnue à la majorité des architectes et ingénieurs marocains. Mais le texte existe. Donc, qu'est-ce qu'une culture constructive? Je vais m'intéresser, pour faire vite, juste au système de médiation et d'organisation et au système de transmission. Donc, je ne m'intéresse pas vraiment aux aspects, aux typologies, enfin l'aspect architectonique ou esthétique ou même purement physique des matériaux et des techniques ou de la mise en œuvre, mais plutôt au système de médiation et d'organisation. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est les conditions et le degré de coopération entre les différents acteurs du processus de construction, ainsi que les accords qui les lient. Et les systèmes de transmission, c'est la capacité d'un groupe social à diffuser, à transmettre son savoir-faire, assurant ainsi la pérennité de ses compétences à travers le temps et l'espace. Donc, c'est tiré de, j'ai mis quelques références d'une thèse et des travaux de l'équipe culture constructive de l'école d'architecture de Grenoble. Je m'intéresse à 4 villages d'une commune territoriale qui s'appelle Assif-Lemel, au Maroc. Donc, c'est des villages où les techniques constructives dominantes sont assez variées. Elles s'adaptent complètement aux matériaux locaux. Du pisé dans certains endroits, avec toujours du soubassement en pierre, et de la pierre schisteuse sombre à d'autres endroits, et des pierres de rivière aussi. Et bien sûr, comme ça a été dit auparavant, le vernaculaire maintenant, c'est aussi du parpaing et des structures en poteau-poutre en béton armé. Donc, il ne faut pas romantiser, ça fait partie complètement du paysage, mais quand même avec parfois du remplissage en pierre
où carrément on reprend les constructions en pisé et on intègre des poteaux et des poutres en béton armé. Donc ces hybridisations, je vais les aborder un peu plus tard dans ce que j'appelle la culture constructive altérée, donc qui est plus la même, enfin qui est plus ce qu'on imagine d'être la culture constructive avant l'intégration de ces matériaux préfabriqués et l'intégration du ciment en général et de la bâche plastique. Donc la méthodologie, ça a été d'abord une enquête sur le programme de reconstruction. Donc le séisme a eu lieu en septembre 2023 et je m'intéresse en particulier donc sur tout le programme de reconstruction. Donc le séisme a touché quelques 50 000 habitations d'environ 2900 villages qui sont surtout des villages de montagne. Donc énormément de bâtiments en terre et en pierre. Et donc le programme de reconstruction, il s'est fait en faisant un appel à manifestation d'intérêt aux architectes et ingénieurs du royaume pour qu'ils, on va dire, qu'ils fassent la conception et le suivi, mais encore une fois de loin en général, de ces chantiers-là. Et en général, il y a 250 projets de reconstruction par architecte. Sur des terrains qu'ils ne connaissent pas, dans des endroits complètement dispersés, avec des familles qu'ils ne vont jamais rencontrer. Et il y a, je dirais à ce jour, une toute petite centaine et même moins de chantiers qui vont ou qui sont en train d'être faits avec de la pierre et de la terre porteuse. La majorité, c'est ça où j'ai eu ce choc, c'est-à-dire que la majorité des bénéficiaires, les bénéficiaires ont le choix du matériau et la majorité des bénéficiaires sont allés vers le béton armé. Et de toute façon, il n'y a pas forcément justement la filière et les architectes et les ingénieurs pour assurer derrière la faisabilité, même s'il existe un texte de loi qui permet a priori de le faire. Mais en tout cas, j'ai trouvé les rares villages où les gens ont été motivés pour reconstruire avec les matériaux locaux, avec bien sûr des ingénieurs architectes très motivés aussi qui ont fait tout un travail de médiation en amont. Et donc j'ai fait un entretien avec ce que j'appelle du coup les éco-bénéficiaires d'un des villages, avec les melmins, c'est les artisans maçons, les maîtres artisans du coin. Et donc une étude des documents de projet de ces chantiers-là et des observations sur le site, avec toujours des questions sur qu'est-ce qu'était la culture constructive ces dernières décennies, qu'est-ce qu'elle est devenue dans le cadre du programme de reconstruction, et en posant des questions sur les différents aspects d'une culture constructive, de ce qu'est une culture constructive. Donc là, je donne quelques images de 8 chantiers écologiques que j'ai visités donc, le mois dernier. Donc il y a du pisé et de la pierre surtout. Il y a surtout de la pierre, mais il y a un peu de pisé aussi. Mais vraiment, le choix s'est imposé aux architectes et ingénieurs parce que c'est vraiment à chaque fois les techniques et les matériaux locaux. Donc, qu'est-ce que j'ai observé? Donc, les habitants et les maîtres artisans ont indiqué que le ciment avait fait déjà son apparition dans la construction privée de ces villages il y a 40 ans. On peut penser que c'est beaucoup. Personnellement, je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça, mais c'était utilisé pour les sols et aussi des enduits de murs donc intérieurs de pisé. Ils ont également mentionné l'introduction de bâches plastiques pour les toitures dans les années 90. Ces hybridations de matériaux et de techniques s'ajoutent à 2 changements culturels majeurs. La fin de la tradition communautaire du tiwizi, qui veut dire en gros l'entraide en fait entre les familles et donc des différents villages. Donc à une certaine époque, il y a quelques décennies, les artisans ne se faisaient pas payer en argent, mais plutôt en surplus de récolte, en services en fait échangés entre les différents membres de la communauté. Et cette pratique est en survivance depuis les années 2000, d'après les entretiens qui ont été menés. Et donc l'autre changement culturel majeur, c'est l'introduction de réglementations pour les constructions en béton armé autour de 2010. Donc ces réglementations ont fait qu'effectivement, on a eu pour la première fois en fait, des réglementations par rapport à l'acte de bâtir, alors qu'il n'y en avait pas avant. Donc les réglementations sont arrivées avec l'introduction du ciment dans ces villages. Ces transformations marquent l'émergence de ce que l'on pourrait appeler une culture constructive vernaculaire altérée,
Dans cette culture vernaculaire en mutation, contrairement à celle du béton, la construction en matériaux locaux se fait et se faisait surtout avec l'approbation tacite des autorités locales, généralement accordée sous forme de notification pour des travaux de réfection. Le maître artisan travaille jusqu'à avant le séisme, sans plan et de manière autonome. En tout cas, techniquement, il était autonome. Il n'y avait pas d'intervention des autorités locales par rapport à comment construire. Bien que la notion de culture constructive vernaculaire altérée nécessite d'être approfondie, elle a servi de référence pour identifier les spécificités des chantiers écologiques de reconstruction supervisés par l'État et les professionnels mandatés. Concernant les techniques, il a été constaté que la technique locale prédominante a été respectée. Donc, c'est des murs de 50 cm en pierre et terre porteuse avec le matériau local. L'équipe de conception, donc c'est des bureaux d'études, des agences d'architecture basées à Rabat et à Casa. Donc, on est à 400 km au moins des sites, a principalement contribué à l'amélioration de deux aspects du modèle de construction traditionnel. D'une part, la performance parasismique a été renforcée par l'utilisation d'une maille en fibre de verre, d'une armature en fil galvanisé et de préconisations sur la profondeur des fondations et de tiges d'attache au sommet des murs. D'autre part, l'étanchéité a été améliorée grâce à un système de toiture à 5 couches où on a intégré la toiture traditionnelle, mais on a rajouté une géomembrane, des tuiles, enfin plein de... Voilà, de précautions. C'est vrai que c'est une des faiblesses des architectures traditionnelles. C'est vraiment les fondations et la toiture. Ce qui a introduit, donc, c'est des matériaux nouveaux pour la région. D'accord, super. La chaux vive a été intégrée pour maçonner les fondations et le soubassement, représentant un ajout significatif à la terre dans la culture vernaculaire originelle et une alternative écologique au ciment dans sa version altérée. C'est-à-dire qu'on avait déjà cette nouvelle pratique de maçonner la pierre avec du ciment. Donc là, on avait bougé un petit peu du modèle vernaculaire d'origine. Et donc la chaux améliore un petit peu quand même le bilan carbone et les produits de manière, dans des filières courtes et de manière plus traditionnelle. Donc ça, c'est quelque chose de positif. La suggestion d'utiliser du bois résineux, parce qu'il y avait ça dans les plans que j'ai vus, au lieu du peuplier local, et le potentiel d'utiliser une terre schisteuse locale qui a été qualifiée par les enquêtés comme aussi étanche que du bitume, et qui était historiquement utilisé avant l'arrivée du plastique, mérite d'être exploré davantage par les équipes de conception qui n'ont pas forcément eu ces informations, parce qu'ils n'ont pas forcément fait des enquêtes auprès des bénéficiaires et sur les matériaux hyper locaux, on va dire, de ces villages. En matière de médiatisation et d'organisation, la principale différence réside dans le fait que des plans sont désormais fournis au maître artisan et que son travail est contrôlé par des nouvelles parties prenantes. Le processus de construction s'est complexifié en raison de l'intervention des autorités locales à différentes étapes en tant qu'intermédiaire entre le duo artisan-bénéficiaire et les membres de l'équipe de conception. En ce qui concerne les systèmes de transmission, nous assistons à un passage d'une culture orale dépourvue de documents écrits et de calculs à un ensemble de documents officiels tels que le cahier des charges du programme, le permis de construire, les cartes d'aléas sismiques, les plans d'architecture, les procès-verbaux établis lors des points de contrôle critiques. Donc il y a 3 moments où l'équipe de maîtrise d'œuvre est censée vérifier, réceptionner en fait le travail du maître artisan. Et ça se fait par photo WhatsApp. Et, voilà, il faut prévenir les autorités locales et arrêter le chantier en attendant le OK de la maîtrise d'œuvre. Cependant, les anciens maîtres artisans manquent d'autonomie pour se procurer certains matériaux, réparer des équipements avec lesquels ils ne sont pas familiers. Par exemple, la dameuse pneumatique qui a été introduite dans le village où il y a eu le pisé. Et ce qu'il y a de positif, par contre, c'est que les membres plus jeunes de la communauté, qui sont un peu plus habiles avec les nouvelles technologies et qui sortent beaucoup plus de leur village, interviennent pour assister les maîtres artisans plus âgés, ce qui permet de rétablir une collaboration intergénérationnelle autour des pratiques de construction. Donc pour conclure, le programme de reconstruction suite au séisme qui a eu lieu en septembre 2023 dans le Haut-Atlas au Maroc, met en lumière l'implication accrue de l'État et des professionnels dans les pratiques de construction rurale, une tendance en évolution depuis plusieurs décennies. Bien que le programme promeuve l'auto-exécution et pas l'auto-construction, en tout cas certainement pas l'autoconception,
des travaux. L'intervention des autorités locales et de nouveaux acteurs techniques a complexifié les systèmes traditionnels de médiation et de transmission des cultures vernaculaires, fragilisant ainsi davantage la légitimité des maîtres artisans locaux. Toutefois, l'introduction de quelques matériaux a permis d'améliorer les faiblesses du modèle traditionnel. La participation de spécialistes en éco-construction, donc c'est différent de la construction vernaculaire, a effectivement revitalisé les réseaux locaux, de même qu'elle a permis d'atténuer une certaine non-confiance culturelle à l'égard de la terre et de la pierre. Merci.